And we are live. Okay. We're just going to wait a couple of seconds so people can join us for this very interesting discussion. Okay. People are joining us. Bonjour et bienvenue. Welcome. Thank you for joining us today. Merci d'assister à ce webinaire en notre compagnie. Je m'appelle Caroline Fabre et je suis la responsable des réseaux sociaux de l'hôpital de Montréal pour enfants. Et j'ai le plaisir de vous présenter le Dr Papenburg, qui est spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Centre universitaire de santé McGill. Thank you everyone for being there. My name is Caroline Fabre. I'm the social media specialist at the Montreal Children's Hospital, and I have the pleasure to introduce you to Dr. Papenburg, who is a specialist in pediatric, infectious disease at the McGill University Center. Bienvenue, Dr. Papenburg. Welcome in this webinar. So the live will be recorded and available on all of our platforms afterward. Le webinaire sera enregistré et sera disponible à la rediffusion sur toutes nos plateformes après. Il y aura aussi une période de questions qui suivra la présentation. Les réponses seront données dans la langue de la question. A period of questions will take place after the presentations. Questions will be answered in the language they were asked. And without further ado, Dr. Papenburg, the floor is yours. Merci, Caroline. Thank you so much. Premièrement, je voulais juste mentionner que la présentation se fera en anglais et en français. Pas nécessairement tout sera dit dans les deux langues afin d'avoir un petit peu d'efficience. Et les diapos aussi sont partagés entre des diapos anglaises et diapos françaises. Just a quick note that the presentation will be in both English and French, but not everything will be repeated in both languages. And the slides are in both English and French, some of them in both languages, others just in one. Obviously, if there's anything that needs to be cleared up, there's a question and answer opportunity at the end, and I'll answer those questions in the language that they're asked. Si jamais vous avez besoin de clarification lors de la période de questions-réponses, je vais pouvoir vous répondre dans la langue de votre choix. Donc, à l'agenda aujourd'hui, les infections respiratoires chez les jeunes enfants, donc les enfants en bas de 6 ans. On va vraiment faire un focus sur le virus respiratoire syncytial et la grippe, les méthodes de prévention, et ensuite, on va parler des autosoins et quand est-ce qu'il faut aller à l'urgence ou pas. We'll be focusing on RSV and influenza in young children here today, the two major players in pediatric infection, the respiratory infections, and we'll talk about preventive methods as well as self-care and when to go to the ER or not. So let's start with RSV. Virus respiratoire syncytial, le VRS. À chaque année, on a un pic d'infection VRS qui se situe durant la période hivernale. On voit que le pic cette année a déjà été atteint et on est en train d'avoir des taux qui descendent, mais la circulation demeure présente. So even though we've passed the peak of RSV infection this winter season, there's still a lot of RSV going around and causing disease, especially in young children. And in fact, RSV is the classic organism that causes bronchiolitis and pneumonia in kids in their first 5 years of life. Le VRS est vraiment la cause numéro 1 de bronchiolite et de pneumonie chez les enfants durant leurs 5 premières années de vie. Et ça se traduit par des centaines de milliers de visites en clinique, aux urgences. Là, on parle des chiffres aux États-Unis, des dizaines de milliers d'hospitalisations et même malheureusement des décès, bien que les décès soient quand même assez rares dans les pays développés comme la nôtre, où les enfants ont accès à des soins de support.
So the data on the right, you see how many, the burden of disease in terms of outpatient visits and emergency department visits and hospitalizations in the United States. To give you an idea, in Canada, you can roughly divide those numbers by 10, and even mortality due to RSV in young children, although thankfully that remains quite uncommon in developed countries where kids have access to supportive care. But respiratory tract infections can be caused by a bunch of different respiratory viruses, and you can see the list here, although we will be focusing on RSV and influenza because those are the two most important in pediatrics. Now, RSV can cause a cold-like symptom at any time during our life, but it's really young children, especially those in their first year of life, that are at greater risk of developing a lower respiratory tract infection. Bronchiolitis especially, can be pneumonia also, that can require medical attention due to needs for oxygen or respiratory support. On voit que c'est vraiment, le VRS peut causer un rhume, mais chez les tout petits, c'est là qu'il y a le plus de risque que ça progresse dans les poumons pour causer une bronchiolite ou une pneumonie, et qu'il y a le plus de risque que l'enfant ait besoin de soins de support avec de l'oxygène ou des supports respiratoires ou des fois des liquides intraveineuses. On voit que le pic des symptômes d'une bronchiolite typique a lieu environ au jour 4 ou 5. Donc ça, c'est quelque chose à la maison. Sachez que quand le rhume, ça fait déjà quelques jours, on pourrait s'attendre à ce que les choses soient le pire au niveau des 4e et 5e jours. The peak of symptoms for a bronchiolitis in that first year of life is typically in the first 4 to 5 days. So that's something that you can think of when you're at home. RSV is very, very common. Most children will have had at least one infection by age 2, and over half in their first year of life. But it's that first infection that's most likely to get down into the lungs when the child has no underlying immunity. And it's the #1 cause of hospitalization in Canada during the first year of life. That's how common it is, the #1 cause of hospitalization. Je tiens à souligner que les infections en VRS sont très fréquentes. Et à partir de l'âge de 2 ans, presque tous les enfants auront eu au moins une infection à VRS, mais c'est cette première infection qui a le plus de risque de descendre dans les poumons. Et en fait, c'est la cause #1 d'hospitalisation au Canada dans la première année de vie. Ça fait que c'est vraiment un gros fardeau en pédiatrie. Et ce graphique souligne une étude pan-canadienne qu'on a faite où est-ce qu'on a démontré que 2/3 des hospitalisations pour le VRS étaient durant la première année de vie, mais c'est vraiment durant les 3 premiers mois de vie que le risque est le plus grand. It's really in those first few months of life that the babies are most vulnerable and at risk for developing a severe infection that requires hospitalization due to RSV, but that's also true for other respiratory viruses as well. So those are the babies we want to be most careful with, and those are the babies that are at the highest risk for severe infection. We know that there are specific medical conditions that increase your risk of severe RSV and other respiratory viral infections: prematurity, chronic lung disease, neuromuscular diseases, heart disease, Down syndrome, cystic fibrosis. Il y a des conditions médicales sous-jacentes qui augmentent le risque d'une infection sévère à VRS, en particulier une histoire de prématurité, les maladies pulmonaires ou cardiaques chroniques, des problèmes au niveau de l'anatomie respiratoire ou des problèmes neuromusculaires qui font en sorte qu'on ne peut pas bien gérer les sécrétions, et aussi d'autres états d'immunosuppression. Mais même si on connaît des facteurs de risque individuels, reste quand même que la grande majorité des enfants qui consultent ou qui sont hospitalisés dû au VRS sont autrement en bonne santé, et c'est vraiment juste le bas âge qui est le facteur de risque. So even though we have individual level risk factors for severe disease and RSV, actually the vast majority of kids who wind up getting hospitalized or seeking medical attention due to this virus are otherwise healthy, and it's only their young age that puts them at high risk. So how is RSV transmitted? It's transmitted through direct person-to-person contact with passing on of infectious viral particles.
respiratory droplets from coughing, sneezing, breathing close to somebody, but within 2 meters really, and indirect contact with contaminated objects. Donc, la transmission se fait directement de personne à personne en échangeant des sécrétions respiratoires, soit par le toucher, ou ça peut être par des gouttelettes respiratoires en toussant, en éternuant, même en respirant proche de quelqu'un d'autre. Mais on parle d'un contact étroit de 2 mètres ou moins. Et finalement, avec un contact indirect avec des objets contaminés, peut aussi transmettre le virus. Et ça, c'est vrai pour les autres virus respiratoires aussi. So this is true for RSV, but with pretty much all other respiratory viruses as well. So what can we do to protect our young children from RSV, especially during RSV season? We're in the thick of respiratory virus season right now. What are the things we can do at home to help limit the spread of RSV and other respiratory viruses? C'est quoi les choses qu'on peut faire facilement à la maison pour limiter la transmission du virus respiratoire syncytial et les autres virus respiratoires, parce qu'il y en a plein qui circulent en ce moment? Bon, on a appris durant la COVID que se laver les mains fréquemment réduit le risque, et ça demeure vrai pour le VRS d'influenza. Pour les tout petits, on veut éviter de les exposer à plusieurs personnes, donc des endroits très achalandés, et surtout, on veut éviter de les exposer à des personnes qui ont des symptômes de rhume ou qui font de la fièvre. On veut essayer de nettoyer les objets qu'ils touchent fréquemment le plus possible, et on veut éviter de les exposer à de la fumée, du tabagisme secondaire, parce que ça augmente les risques d'une infection sévère. So we've learned through COVID and through scientific study as well that frequent hand washing reduces the risk of transmission of respiratory viruses. We want our young babies to be protected. They're most vulnerable during the first few months of life, so we avoid crowds. And it's very important in the first few months of life also to avoid contact with people who are sick, who have a fever or respiratory symptoms. Try and keep the things that they touch frequently washed frequently, toys, clothes, blankets. And it's also important to avoid secondhand smoke during the first months of life, because we know that increases the risk of respiratory infections requiring medical attention. So, in addition to those kind of basic things that we can do at home, I think it's very important for expecting parents and parents of very young infants to know that this year is the first year ever that we actually have a immunizing product that can protect young babies from the #1 cause of hospitalization in that first year of life. And it's actually, we have to have 2 products available. One is a monoclonal antibody called nirsevimab. It's been approved for use since April of last year, but it's only available since this year in Canada. And it's 1 injection that protects the baby for the whole winter season, so at least 5 months of protection. And as of this year, it is free for all babies who are born during the RSV season, or who have less than 6 months of age at the start of the RSV season if they're healthy, or less than 8 months of age if they have underlying medical conditions, such as prematurity or chronic lung disease. And it's also available for very high-risk infants in their second RSV season. So this is really something that's very exciting, and I'll show you how well it works and that it's actually quite safe. The other thing that's another option is that pregnant persons can get vaccinated for RSV, and that's been available in Canada since 2024. And it's the same vaccine that's available for older adults. By vaccinating the pregnant person, we increase the antibodies in the pregnant person. They pass it on across the placenta to the baby, and then the baby is protected for those first few months of life passively from those maternal antibodies when they're the most vulnerable. Now, that is not part of the free immunization program in Quebec, but pregnant persons who are willing to pay for it can get this vaccine. Has been authorized for use here in Quebec. Donc, pour la première fois cette année, nous avons des options de prévention médicale pour le VRS, la cause #1 d'hospitalisation chez les nourrissons. Donc, il y a un anticorps monoclonal qui s'appelle le B-Fortus ou le nirsevimab. Une injection dure plus de 5 mois et protège le bébé durant toute la saison hivernale. Et c'est très efficace et très sécuritaire. Je vais vous montrer ça tantôt. Et pour la première fois cette saison, c'est disponible gratuitement et c'est recommandé pour tous les nourrissons qui sont nés durant la saison VRS
ou qui ont moins de 6 mois au début de la saison, 8 mois s'ils ont des conditions médicales sous-jacentes qui les placent à risque, ou pour les bébés qui sont à plus haut risque, même durant la deuxième saison, s'ils ont moins de 19 mois de vie durant cette deuxième année de vie, sont éligibles pour cet anticorps protecteur, donc des anticorps qui sont déjà préformés, qui protègent le bébé pendant plusieurs mois. L'autre option qui est disponible, mais qui n'est pas gratuit, qui ne fait pas partie du programme provincial d'immunisation, mais qui est autorisé au Québec et au Canada, c'est de vacciner la personne enceinte durant la grossesse. Ça fait monter les niveaux d'anticorps chez la personne enceinte, qui ensuite les transmet au bébé en passant à travers le placenta, et le bébé est ainsi protégé durant les premiers mois de vie de façon passive par ses anticorps maternels. Et ça, les enfants les personnes enceintes ont le droit de se procurer, mais ils doivent payer ça de leur poche en ce moment. Donc, juste un petit rappel que le médicament qui est le produit immunisant disponible et gratuit et recommandé au Québec pour les bébés durant leur première année de vie, c'est le nirsevimab qui offre une protection pour 150 jours ou plus. Mais il y a aussi la possibilité de se faire vacciner durant la grossesse pour donner des anticorps à son bébé. Mais on ne fait pas les deux. On fait un ou l'autre parce qu'en fait, en faisant les deux, il n'y a pas vraiment d'avantages supplémentaires. Donc, un ou l'autre, les deux sont efficaces. En fait, ce qu'on voit, la raison pour laquelle le nirsevimab, donc l'injection pour le bébé, a été priorisé au Québec, c'est que son taux d'efficacité est légèrement supérieur à celle de la vaccination durant la grossesse. Donc, on parle d'une efficacité dans les études cliniques de 80% à réduire les visites aux urgences puis les hospitalisations dues au VRS avec l'anticorps monoclonal nirsevimab. Vraiment extraordinaire. Pour ce qui est de la vaccination maternelle, c'est aussi très efficace, mais un peu moins. On parle de 50 à 60% durant les premiers 6 mois de vie à réduire le risque d'une visite médicale pour le VRS. Et le nirsevimab a déjà été utilisé l'année passée aux États-Unis, en France, en Espagne, et les études sur le terrain confirment son efficacité à 80 ou 90%. C'est vraiment quelque chose que les pédiatres, on attendait depuis longtemps et on est très choyés de l'avoir au Québec. En fait, c'est uniquement le Québec et l'Ontario qui ont ce produit de disponible en ce moment cette année au Canada. On espère bien que ça va être disponible à travers le Canada dans les prochaines saisons, mais le Québec a réussi à négocier un prix que le ministère trouvait acceptable pour que ce produit soit disponible pour tous les bébés nés durant la saison ou qui ont moins de 6 mois à partir du 1er novembre, ou pour les bébés à haut risque, 8 mois durant leur première année de vie ou 19 mois durant leur deuxième année de vie. So it's really exceptional that Quebec is kind of ahead of most of Canada and was able to obtain nirsevimab and it's part of our free immunization program for all babies who are born during RSV season or who are high risk and are in their second RSV season, or during the first year as well, as long as they're 6 months of age or under at the start of the season, 8 months if they have an underlying medical condition. So really very exciting news for RSV, which has been, it really causes huge problems with so many kids in our emergency departments and hospitalized, and even in our intensive care units. Very exciting. Influenza. Maintenant, passons à la grippe. On est vraiment en plein durant la saison grippale en ce moment, avec des taux de positivité de 25%. Un spécimen sur 4 qui se fait tester pour la grippe contient le virus de l'influenza. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de circulation d'influenza en ce moment. We're really in the thick of things for influenza. 1 out of every 4 specimens currently Quebec is positive for influenza when it gets tested for that virus. So we're approaching the peak of influenza season. And influenza affects all ages. And the most classic presentation is an influenza-like illness with an acute onset of fever and cough, often associated with a sore throat. It can have joint pains, muscle pains, and just feeling lousy. In young kids also, GI symptoms like diarrhea and vomiting can also be present. So we often use this clinical diagnosis of the typical symptomatology
along with the timing. So we know now that at this time of year, with so much influenza circulating, a child that has an influenza-like illness probably has about a 75% chance of actually having influenza. So that's quite high. And the complications of this can include an acute otitis media that might require antibiotics. It can be a pneumonia, which could be completely viral, but can also be a bacterial superinfection that requires antibiotics. Croup, which is another type of respiratory distress with a barking cough and an inspiratory noise. A sinusitis, especially in older children and adults. A complication of underlying medical conditions, especially asthma in children, and also dehydration, particularly in young babies. I just wanted to... Oups, j'ai oublié de mentionner quand les complications de la grippe chez les enfants, on parle souvent d'une otite moyenne aiguë, d'une pneumonie. Ces deux choses-là peuvent être purement virales, mais des fois sont une complication bactérienne de l'infection virale et peuvent requérir des antibiotiques. Croup avec des difficultés respiratoires et des sons assez classiques en termes de respiration bruyante. Une sinusite, surtout chez les enfants plus âgés, peut-être les ados, exacerbation d'une maladie sous-jacente, en particulier l'asthme chez les enfants, et déshydratation chez les tout petits bébés. Alors, je tenais à souligner que c'est vraiment les extrêmes de l'âge qui sont à risque d'hospitalisation. Donc, les enfants de moins de 6 mois ou de moins de 2 ans, en fait, moins de 5 ans, mais surtout moins de 2 ans, et nos aînés. Mais j'aimerais aussi souligner, si on regarde le risque d'hospitalisation chez les personnes qui ont une maladie sous-jacente, c'est plusieurs fois plus élevé que les enfants qui n'ont pas de maladie sous-jacente. So I really want to highlight that it's young age that puts people at risk for the extremes of age, so our elderly population as well as our young children under 5, but especially under 2. And the other thing to highlight is that when you have an underlying medical condition, it increases your risk of hospitalization several-fold for influenza. So it's really those extremes of age and people with underlying medical conditions that we want to get vaccinated for influenza. And several of these medical conditions are similar to the ones that I've said before, so I'm not going to repeat them. I just be aware that young age, under 5, especially under 2, and underlying medical conditions, we really encourage these families to get vaccinated for influenza. On encourage vraiment les familles qui ont des enfants en bas de 5 ans, particulièrement en bas de 2 ans, ou qui ont des personnes dans la famille, incluant l'enfant, qui ont ces conditions médicales sous-jacentes, chroniques, de se faire vacciner contre l'influenza pour protéger la personne à risque et tout le monde autour d'eux autres. So really want to protect that person at risk by vaccinating them and also cocoon them by vaccinating people around them so there's less of a risk that the person at risk gets influenza. But how good is the influenza vaccine? We hear all the time, some years it's better than others. But if you average it out over many seasons, it cuts the risk of medically attended influenza and hospitalization due to influenza by half. On entend des choses que chaque année, ça varie l'efficacité du vaccin. Et c'est vrai, ça varie d'une année à l'autre, mais si on regarde sur plusieurs saisons et on fait une moyenne, on voit que ça réduit le risque d'une maladie à influenza ou d'une hospitalisation due à l'influenza d'environ la moitié. Donc, c'est vraiment une intervention qui vaut la peine. Cutting your risk by half is a good deal. Okay, let's talk about what should you do if your child does get sick. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison si notre enfant est malade? So if your child has fever, we want to make sure that they stay well hydrated, offer them as much rest as they need. You can bring down the fever with things like Tylenol or ibuprofen, or Advil, so acetaminophen or ibuprofen, and make sure that you look at the correct dose according to age. Donc, c'est très important quand un enfant fait de la fièvre d'éviter qu'il se déshydrate. Donc, on encourage à le faire boire souvent, même si c'est des petites quantités. Donnez-lui tout le repos dont il a besoin. Et on peut faire diminuer la fièvre pour qu'il se sente mieux, soit avec l'acétaminophène ou de l'ibuprofène, Tylenol ou Advil, mais vraiment s'assurer de bien suivre les indications du médicament.
Si on a un enfant qui tousse, qui a le nez qui coule ou qui est bouché, on peut utiliser des préparations d'eau saline ou avec des bouteilles d'irrigation et on peut l'encourager à se moucher le nez tout seul s'il est assez vieux. Apprenez-lui à tousser, éternuer dans son coude ou dans un papier mouchoir et de bien se laver les mains après. We can use different saline solutions to help clear up congested airways. And we can also encourage our children who are old enough to blow their nose, cough or sneeze into their elbow or using Kleenex, and also make sure that they frequently wash their hands when they're sick. Si mal de gorge, encore une fois, on le fait boire souvent en petite quantité. Pas important, il va peut-être moins manger pendant un certain temps. L'important, c'est de garder bien hydraté. Et puis, on peut aussi utiliser des médicaments pour soulager la douleur, Tylenol, Advil. When a child has a sore throat, the most important thing is to try and make sure that they stay hydrated. Food that can wait until they feel better, but it's really the liquids that we want to encourage. And we can use Tylenol and Advil to make them feel better. So when should we be seeking medical attention? If you're not sure, call Info Santé 811. It's free, it's confidential, 24/7. A nurse will answer your questions. And when your child does not have a medical emergency, avoid going to the emergency department. Go to your regular doctor. Call Info Santé if you're not sure. Look at the guide d'accès première ligne to try and find a spot for your child to be seen, or you can consult your pharmacist as well. Donc, on encourage les familles à utiliser la ligne Info Santé 811. C'est gratuit, c'est confidentiel, 24/7. Une infirmière va répondre à vos questions. Si votre enfant n'a pas un besoin de voir quelqu'un de façon urgente, on évite les salles d'urgence. On peut voir son médecin habituel, on peut parler à Info Santé, on peut utiliser le guichet d'accès de la première ligne pour avoir un rendez-vous. On peut aussi consulter un pharmacien pour avoir des conseils. Si jamais, donc ça, ce sont en gros les choses qu'on peut faire pour éviter d'aller aux urgences parce qu'on sait qu'elles sont très achalandées en ce moment. Mais c'est quoi les problèmes qui méritent d'aller à l'urgence? So when should your child be going to the emergency room? So any child with a fever who's under 3 months of age should be seen because this could be a serious bacterial infection. So less than 3 months of age, any fever. If your child is becoming very sleepy during its regular activities, can't stay awake, he's extremely irritable and inconsolable, these are warning signs. Very pale, very weak, a warning sign. Or signs of dehydration, no urine output for 12 hours, no tears when they're crying. Quels sont les signes d'état général qui voudraient aller à l'urgence? Premièrement, tout bébé de moins de 3 mois doit être évalué parce que ça pourrait être, s'il fait de la fièvre, parce que ça pourrait être une infection bactérienne sérieuse. Donc, moins de 3 mois, on doit consulter un médecin si le bébé fait de la fièvre. Si le bébé s'endort pendant ses activités, difficile à réveiller, très irritable ou inconsolable, s'il est très pâle et vraiment très faible, s'il y a des signes de déshydratation, donc pas d'urine pendant 12 heures, pas de larmes quand il pleure, ce sont des signes de consulter. Ensuite, par rapport à la respiration, s'il a de la difficulté à respirer, il est trop essoufflé pour parler, manger ou boire. Il respire vite. Il a un creux sous la poitrine ou les côtés de son nez qui bougent. Et si on voit que la fièvre de l'enfant ne baisse pas et il a une douleur qui persiste à la poitrine, ça pourrait être une signe de pneumonie. Ça vaut la peine d'être vu à ce moment-là. Respiratory signs that your child needs to be seen by a physician is that he's especially or that he needs to come to an emergency department is if they have difficulty breathing. So in other words, they're too out of breath to talk, to eat or to drink. They're breathing quickly and they're having signs of indrawing in between the rib cage, or the sides of their nose are increasing in size. These are signs that your child is in respiratory distress and needs to see a physician immediately. Or if your child has fever and chest pain and it won't go away, this could be a pneumonia, and that means that you should be seeing a physician.
Donc, on termine avec les messages clés. So, these are our final key points. What can we do to prevent these infections? Frequent hand washing with soap and water, coughing into our sleeves, keeping our child home if they're feverish, and keeping our general vaccines up to date. We didn't talk about things like pertussis, measles, invasive pneumococcal disease, because they're much less frequent, but they are potentially very severe, and these are vaccine-preventable diseases with our shots in our first months of life. Donc, les messages préventifs clés, c'est de laver fréquemment les mains, apprendre à tousser ou à éternuer dans son coude, garder son enfant à la maison s'il fait de la fièvre et aussi de garder son carnet de vaccination à jour, c'est-à-dire surtout le programme vaccination régulier. On n'a pas parlé de la coqueluche, de la rougeole, de la maladie à pneumocoque invasive. Ce sont des maladies plus rares, mais très sévères potentiellement, qu'on peut prévenir avec le calendrier régulier durant les premières années de vie. When do we consult? Quand est-ce qu'on consulte? Fièvre chez un bébé de moins de 3 mois, difficulté à respirer ou respiration rapide, fièvre qui persiste pour plus de 72 heures, refus total de boire ou de manger, surtout avec des signes de déshydratation et somnolence inhabituelle ou irritabilité excessive. We want to see a physician in every baby under 3 months of age with fever, with there's difficulty breathing or fast breathing, fever that persists for 72 hours or more, inability to drink or eat at all, especially if there are signs of dehydration, and excessive somnolence and irritability. Et la dernière chose, c'est que je tiens à vous rappeler que la vaccination contre la grippe est gratuite et disponible pour tous les enfants de 6 mois et plus. La vaccination contre la COVID-19, dont on n'a pas parlé, elle est recommandée pour les enfants de 6 mois de plus avec des facteurs de risque médical qui les placeraient à risque. Et finalement, nouveauté cette année, l'immunisation contre le VRS pour tous les enfants de 6 mois et moins nés durant la saison ou nés durant la saison VRS. So, last thing to remember is that influenza vaccination is free for everybody 6 months of age and older. COVID-19 we didn't talk about, but it's recommended for children who have high-risk conditions and are 6 months of age and older. And last thing is new this year, RSV is an immunization product that's extremely safe and effective, and it's recommended for all babies born during the RSV season or 6 months of age and less. So I'll stop now. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très complète. Thank you so much for this very complete presentation. Nous allons maintenant passer à la période des questions. So if you have any question, you can put them in the chat right now, and I'm going to ask Dr. Papenburg to answer. Donc la première question nous vient d'Isabelle, qui demande à partir de combien de jours peut-on vacciner le nourrisson? En fait, pour ce qui est du VRS, la vaccination, l'immunisation est disponible au moment de l'hospitalisation de la naissance. Donc, vraiment, on sait que la période de risque, c'est plus le bébé est petit, plus il est à risque. Donc, on veut les protéger le plus rapidement possible dès la naissance. Ou pour ce qui est des bébés qui sont nés avant la saison VRS, on les vaccine juste avant la saison VRS, mais à un âge plus élevé, jusqu'à 6 mois ou 8 mois de vie. So really, like, there is no age where a child is too young to get vaccinated for RSV. We want to protect them immediately at the time, as soon as they're born or during their birth hospitalization, because we know that the smaller their airways, the smaller the baby, the worse the RSV infection is going to be. For other types of vaccines, most of the regular schedule starts at 2 months of age. Pour les autres vaccins du calendrier régulier, ça commence à 2 mois de vie. Donc ça, c'est, je pense, ce qu'il faut retenir, c'est le calendrier régulier commence à 2 mois de vie. Et finalement, pour l'influenza, on sait que le vaccin ne fonctionne pas bien si on le donne avant 6 mois de vie, donc on attend à 6 mois de vie pour l'influenza. Même chose pour la COVID-19. So the regular calendar for the immunization schedule starts at 2 months of age. And that's the time that you should remember, 2 months of age for your baby. And influenza vaccination starts at 6 months of age, and COVID-19 as well at 6 months of age. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, la question suivante vient de Josiana qui demande « Est-ce que faire vacciner un enfant asthmatique de plus de 5 ans serait bénéfique ?» En fait, on sait que les enfants asthmatiques sont plus à risque de développer des complications
d'une infection à influenza en particulier. Et même quelqu'un qui fait de l'asthme sévère, c'est aussi recommandé qu'il se fasse vacciner contre la COVID-19 parce que ça peut réduire le risque d'une consultation médicale due à ces infections-là. So asthma puts you at higher risk for severe influenza infections, and severe asthma puts you at higher risk for COVID-19 infections in children of school age. So really, we highly recommend that people who are followed medically for asthma get vaccinated for influenza, and if they have severe asthma, to get vaccinated for COVID-19 as well. But don't forget the regular vaccine schedule as well, because asthma puts you at risk for other things like invasive pneumococcal disease that normally should be covered in the regular vaccination program. Donc, mais pas oublier le calendrier régulier de vaccination parce que le pneumocoque est une autre bestiole qu'on peut éviter avec le calendrier régulier de vaccination. D'accord, merci beaucoup. La question suivante nous vient de Patricia qui dit « If my daughter, 2 years old, brings home a respiratory virus from daycare, do I need to take my newborn, 3 weeks old, to the hospital if he gets a fever? » That's a great question because we know that most infections in children in their first three months of life are going to be viral infections, and there's no specific treatment that we're going to need for them if they have a fever. The problem in that very young age group is that it's really impossible to tell just by looking at a baby and examining a baby if it's the virus that's causing the fever or if they have a serious bacterial infection that requires immediate treatment, potentially with IV antibiotics and hospitalization, because young babies in those first 3 months of life are at risk for these severe infections. So that's why any baby with a fever, regardless of whether they were in contact with somebody with a cold or not, under 3 months of age, fever, have the baby assessed medically. Je pense que c'est important de mentionner, même si un enfant un bébé de moins de 3 mois était en contact avec quelqu'un qui a un virus respiratoire, on sait que chez les tout-petits, durant les premiers mois de vie, ils sont à risque d'infection bactérienne sévère. Et c'est impossible de le distinguer si c'est bactérien ou viral en regardant ou en examinant le bébé. Il faut vraiment l'apporter. Si un bébé de moins de 3 mois fait de la fièvre, il doit être évalué par un médecin parce que ça se peut que ça requiert une antibiothérapie immédiate. D'accord. Ensuite, on a une question de Miguel qui nous dit « Mon fils de 22 mois souffre continuellement de problèmes respiratoires. Mon enfant peut-il se faire vacciner avec le vaccin Beyfortus ?» En fait, malheureusement, durant la 2e saison, c'est vraiment très restreint les indications pour le Beyfortus. On parle de maladies chroniques pulmonaires, maladies cardiaques, des états d'immunosuppression. Donc, je vous suggère d'aller regarder sur le site du ministère de la Santé. Il liste toutes les conditions ou de parler à votre médecin pour savoir si votre enfant serait éligible, mais c'est vraiment très restreint parce qu'on sait que le risque de maladie sévère du VRS est vraiment durant les premiers mois de vie et non pas tellement durant la deuxième année. La 2e année, c'est vraiment pour les enfants qui ont des conditions médicales particulières. So we know that the risk for severe RSV is really in the first months of life. That's why every baby gets it if they're young enough during their first RSV season. But for the second RSV season, it's really only very specific underlying medical conditions, chronic lung disease, heart disease, immunosuppression, that are eligible for getting Beyfortus. So if you're unsure about that for your child, look on the Ministry of Health website or ask a pharmacist or ask your physician. Parfait. Ensuite, la next question comes from Kaula, who's saying, if a 3-month-old has had bronchiolitis this year, is it always recommended to vaccinate him or does he already have immunity? We should not, if a child has had a bronchiolitis, it should not influence any decisions with regards to vaccination.
okay, because there are many different viruses that can cause bronchiolitis, and 99% of them will not get lab tested to know exactly what virus caused it. So the bottom line is, if your baby has had bronchiolitis, you should follow the recommended vaccination schedule, whether it be for the 2 4-month vaccines or for RSV or for influenza. The only exception might be RSV, where if you know for sure that your baby had an RSV infection, then we don't recommend getting the Beyfortus injection. So if your child has been tested and confirmed to have had RSV during that winter season, we don't think it's necessary because they'll already have developed their own antibodies. Donc, le seul moment où est-ce qu'une infection spécifique pourrait influencer le calendrier vaccinal, c'est si vous savez que votre bébé a été diagnostiqué au laboratoire et confirmé d'avoir eu une infection à VRS cette saison. Là, on dit que le Beyfortus, le nirsevimab, n'est pas nécessaire. Mais pour ce qui est de toutes les autres vaccinations, que ce soit à 2 mois, 4 mois, que ce soit la vaccination influenza, on recommande quand même de se faire vacciner parce qu'il y a plusieurs types de virus qui peuvent causer la bronchiolite. Parfait. Et enfin, une dernière question, je pense. Est-ce qu'il existe un moyen de renforcer le système immunitaire des enfants ou des maisons? Il existe, on sait en fait que s'il y a certaines choses qu'on peut faire qui nous peuvent diminuer notre risque d'avoir des infections respiratoires dues à un meilleur système immunitaire. Et je vais dire des choses qui semblent être un peu des platitudes, mais qui sont quand même vraies et démontrées dans des études cliniques. Dormir suffisamment réduit notre risque d'avoir un rhume durant l'hiver. Le stress augmente notre risque d'avoir un rhume durant l'hiver. Et finalement, avoir une nutrition adéquate aussi diminue nos risques d'infection. Et finalement, pour les bébés qui sont assez jeunes pour allaiter, on sait que l'allaitement diminue les risques d'infection respiratoire et gastro-entérite aussi. Donc, ce sont des choses, bien dormir, moins de stress possible, bien manger et l'allaitement si possible. Ce sont les choses qu'on peut faire. So what can we do to help boost our immune system to protect us from respiratory infections? We know that sleeping enough reduces the risk of getting a cold during the winter months. Stress increases your risk of getting a cold during the winter months. Good nutrition, proper varied nutrition, also decreases your risk of infections. And finally, for babies who are young enough and for whom it's available, breastfeeding will reduce the risk of respiratory infections as well as gastroenteritis. So the things that we can do to optimize our immune system are sleep well, eat well, minimize stress when possible, and breastfeeding when possible. Parfait. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à cette présentation en direct. Pour rappel, elle a été enregistrée et elle sera diffusée du coup sur nos plateformes dès qu'elle sera disponible. Merci encore au Dr Papenburg de s'être joint à moi aujourd'hui et je vous souhaite à tous une très belle journée. Thank you everybody for joining us today. This little chat was recorded, so I will publish it on our platforms as soon as it's available. Thank you so much to Dr. Papenburg for having this little chat with me, and I wish you a very good day. Bye, everyone.